départ, c'est une toute petite structure. Ma question maintenant, c'est par rapport au crédit. Une société qui démarre, est-ce que c'est vraiment pertinent de se tourner vers un prêt ou un crédit tout de suite? Parce que derrière, on sait qu'il y a des taux d'intérêt. Vous avez parlé d'une durée de 3 mois au cours de laquelle l'entreprise se cherche. On sait que généralement, beaucoup ne s'en sortent pas. Après, derrière, comment rembourser? Ça devient problématique pour toutes ces entreprises. Est-ce que ce n'est pas plus judicieux de se tourner vers le crowdfunding, par exemple? Amadou nous en avait parlé, ou des systèmes comme ça, où on sait qu'en fait, en réalité, c'est plus des dons que des prêts? Oui, alors il y a 3 types de mécanismes de financement. Le premier, le plus innovant, c'est le crowdfunding. Financement participatif en ligne, où tu soumets un projet, où des internautes en contrepartie vous regardent le projet, ça leur plaît et ils contribuent. C'est un moyen très innovant de lever des fonds pour quand on est en position de start-up, quand on démarre. Mais vous leur offrez quelle garantie aussi? Oui. Vous leur offrez quelle garantie en retour? Les garanties, vous les définissez. C'est-à-dire que si vous me donnez 10 000 francs, si vous mettez un ticket de participation de 10 000 francs, je vous offrirai une tasse designée au nom de la start-up. Souvent, c'est pas, le retour n'est pas équitable. En fait, ils ne demandent pas à être remboursés à hauteur de 10 000 francs, mais ils demandent juste une contrepartie. C'est ça. Symbolique. Parce qu'en le faisant, en contribuant sur la plateforme, en prenant leur carte pour dire « Ok, je donne à cette start-up 100 000 francs », c'est pour donner un coup de pouce. C'est pourquoi on dit financement participatif. Ça, c'est un pilier. Le deuxième pilier, il y a ce qu'on appelle la love money. En anglais, c'est un moyen de financement. Dans ton entourage immédiat, dans ta famille, autour de tes amis, quand tu as une idée et que tu veux démarrer, tu n'as pas en fait le montant nécessaire seed fund pour démarrer. Tu peux aller déjà dans ton entourage, identifier des personnes avec qui tu discutes pour leur dire écoutez, j'ai envie de faire ça, il me faut ça. Et d'ailleurs, beaucoup de projets ont démarré ici au Sénégal. C'est ça, exactement. On va se dire, écoutez, je suis étudiant, bon là, j'ai du mal à trouver un boulot, donc je vais me rapprocher du grand. Alors, grand, j'ai un projet à vous soumettre, bon, j'ai besoin d'un petit financement. Voilà, quelqu'un va te donner 100 000, quelqu'un va te dire, ok, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de local parce que j'ai pas espace. Et il dit, ok, viens prendre mon garage. C'est ça, et commence. Tout à fait. C'est comme ça. Donc ça, il faut de l'initiative pour le faire, ce qu'on appelle la love money. Le dernier maintenant type de financement qui existe, c'est les financements classiques. Donc aujourd'hui, j'ai un projet béton assez structuré, j'ai un bon business plan, j'ai fait l'étude du projet, j'ai mesuré les risques à minima, parce qu'il n'y a pas de risque zéro, il y a toujours des risques que ça ne marche pas. Mais au moins, c'est pourquoi on demande aux entrepreneurs d'aller faire un projet, d'aller faire un business plan ou un plan d'affaires ou un document de projet et de venir le présenter, le défendre devant la banque pour dire, écoutez, je veux démarrer ça, j'ai besoin d'un investissement et plus le fonds de roulement pour tenir les 3, 4 premiers mois, 6 premiers mois, il me faut 10 millions. Sur les 10 millions, moi, je peux apporter les 1 million en contrepartie. Je cherche les 9 millions. Si vous me donnez les 9 millions, au bout de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, je commencerai à faire tant de chiffres d'affaires et je pourrais commencer à vous rembourser. Alors, par rapport à cette dimension financement... Il n'est pas fini. Il y a la question d'Amadou aussi. Bon, allez-y. Allez-y. Il y a plein d'autres questions. C'était dans le même sillage, en fait, par rapport un peu à ces mécanismes aussi mis en place. Parce qu'on parle là du financement, on ne peut pas parler du financement un peu de ces jeunes entreprises sans en faisant fi du travail préparatoire que réalise actuellement l'ADER. Comment vous le trouvez? Est-ce la bonne formule, la délégation à l'entrepreneuriat? Oui, je dirais une très bonne formule parce qu'on a besoin de l'investissement. Pour stimuler, vous savez, pour stimuler l'entrepreneuriat au Sénégal, pour aider les jeunes à entreprendre, parce qu'on dit aujourd'hui, le privé et la fonction publique n'offrent pas assez d'emplois. On a 20 000 nouveaux diplômés chaque année sur le marché de l'emploi. Et moins de 10%. Le taux, quand vous analysez les statistiques, c'est un taux de moins de 10% d'absorption. On ne parle pas d'emploi fixe, d'ailleurs, on parle de stage. L'alternative pour tous les pays africains aujourd'hui, on a une population assez jeune. Plus de 55% ont moins de 19 ans sur toute l'Afrique. En 2030, on serait 1,3 milliard. La plus grande population mondiale. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il faut les former, mais il faut les accompagner, leur donner des opportunités pour entreprendre. C'est pourquoi, vous voyez, dans tous les espaces, dans tous les pays africains aujourd'hui, la donne, c'est d'initier des politiques publiques pour promouvoir l'entrepreneuriat, l'auto-emploi. Même ceux qui aujourd'hui sont dans les centres de formation, qui étaient partis dans les centres de formation professionnelle, même si ceux qui apprennent les métiers techniques, à la fin, on les oriente vers l'auto-emploi pour qu'ils puissent créer leur petite structure. Pour commencer, menuiserie, plomberie, professionnelle, monter sa petite structure et commencer à vendre ses services, parce qu'il s'agit de ça. Ça, pour le faire, il faut du financement. Mais derrière, est-ce qu'il ne faut pas un fonds de garantie? Oui, il y a des mécanismes. Au Sénégal, il y a un fonds de garantie. Bien sûr. Il y a un fonds de garantie qui dit, OK, si le jeune a un dossier qui est bancable, qui vient chez moi et que je fais l'expertise, je vois que le dossier il est bon, le fonds de garantie, c'est le FONGIP, le fonds de garantie dit à la banque, OK,
je garantis ce projet-là, vous pouvez le financer. Mais là, on parle de montants assez colossaux. Oui. Si c'est des petits montants, et derrière, l'entreprise a des difficultés. Oui, mais ils n'ont pas besoin au départ de montants assez élevés. Parce que souvent, au départ, quand vous prenez un jeune qui démarre, il a juste besoin d'avoir l'investissement nécessaire, stricto nécessaire pour commencer à produire. Et peut-être un fonds de roulement qui va lui permettre de tenir pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et ça, aujourd'hui, il y a des mécanismes. Et je trouve l'initiative du président, qui a compris d'ailleurs qu'il fallait aller dans ce sens-là, de mettre en place des structures comme la DER qui travaillent dans ce sens. Mais il faut le renforcer le dispositif. Et il faut aussi, et ça je le dis depuis des années, et c'est un avis personnel, il faut aujourd'hui qu'on arrive à créer le parcours de l'entrepreneur sénégalais. Pas que le financement, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, beaucoup pensent que c'est le financement. Mais avant le financement, il y a énormément de travail à faire. De ce qu'on appelle le pré-accompagnement. Parce que le jeune, souvent, au départ, il a juste une idée. Et il pense que c'est la bonne. Voilà. Et il attend le gros financement. Et il attend le gros financement. C'est ça qui est paradoxal. Et souvent, ce n'est pas le cas. Voilà. Comment structurer son idée, structurer son idée. Comment lui permettre de savoir les investissements nécessaires pour pouvoir, au départ, comment lui permettre de pouvoir identifier son besoin en fonds de roulement pour les 6 premiers mois. Et comment l'aider à poser tout ça autour, à structurer tout ça autour d'un document. Ce qu'on appelle de l'accompagnement. Il y a de la formation dedans. Ok. Colli, la part du digital dans la consolidation un peu des startups, j'imagine que c'est un peu cela le sens de votre question. Parle-moi du monde. Ah ouais. Alors, moi, j'ai 2 questions déjà. On demande toujours quand est-ce qu'on est startup, mais quand est-ce qu'on arrête d'être startup? Ouais. Oui, vous savez, sur la classification, il y a 3 catégories, 4 plus ou moins catégories. Il y a la startup qui démarre, après qui passe à ce qu'on appelle TPE, très petite et moyenne entreprise. Après la TPE, il y a ce qu'on appelle les MPE, moyenne entreprise, toujours. Très petite, on devient une entreprise, on devient une PME, petite et moyenne entreprise. On quitte de start-up, très petite et moyenne entreprise, on devient une TPME, une PME. Après la PME, on devient maintenant une entreprise. Quand on arrive à faire 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions de chiffre d'affaires par mois. Et concrètement au Sénégal, est-ce qu'il y a des startups qui sont arrivées à faire cette transition-là? Oui, on a connu des startups qui ont commencé très petits, qui aujourd'hui sont passés de startups à TPE, qui sont devenus aujourd'hui des PME, qui sont carrément des PME et qui font 100 millions de chiffre d'affaires par mois. On peut les citer. Il y en a dans la livraison, il y en a dans la production, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont partis très petits et qui aujourd'hui... D'ailleurs, quand on prend les grandes entreprises qu'on a, les capitaines d'industrie, certaines des capitaines d'industrie qu'on a sont passés par là. Ils ont démarré avec une petite unité qui aujourd'hui sont devenus une grande entreprise. Maintenant, beaucoup s'attardent sur la classification. Oui. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas en fait un document qui dit... Qui organise tout ça et qui stipule. C'est ça. On a les définitions juridiques. Peut-être c'est pour échapper un peu au fisc aussi, hein. La grande problématique aussi, c'est ça. C'est ça, il y a l'informel, il y a le... Pour ne pas payer certaines redevances, on va toujours rester start-up. Ils vont toujours se déclarer start-up ou bien PME. Oui, et ça, c'est des pertes sèches aussi pour l'État du Sénégal. La fiscalité, c'est un gros débat. Voilà, c'est un grand débat. D'ailleurs, voilà. Moi, je suis pour que... Je suis quelqu'un qui sensibilise beaucoup les entreprises, surtout au démarrage, d'aller se formaliser. C'est ça. Parce que très souvent, quand on parle de fiscalité, automatiquement, quand tu parles de formalisation, l'entrepreneur pense automatiquement au fisc. À l'agent des impôts qui va débarquer. C'est pourquoi beaucoup restent dans l'informel. C'est pourquoi beaucoup restent dans l'informel. Et souvent, aussi, les services fiscaux, ce qui les intéresse, à la fin, c'est qu'en fin d'année, que les entreprises payent. C'est normal. Ils font c'est le job. Ils font leur boulot. Mais les effets positifs de se formaliser, surtout pour le secteur informel et surtout pour les entreprises qui démarrent, qu'on ne dit pas très souvent au début, c'est de dire aux entreprises, OK, aujourd'hui, vous vous formalisez, vous avez votre petite unité, demain, vous pouvez aller demander des services afférents de l'État. Vous voulez être normalisé, vous avez des procédures en interne, vous produisez par exemple des céréales, vous pouvez aujourd'hui les normaliser et les vendre, il y a une structure qui vous accompagne à la normalisation. Vous pouvez aujourd'hui, vous avez du staff, une dizaine de personnes, aujourd'hui que vous pouvez former, vous n'avez pas les moyens, il y a un bureau de mise à niveau qui vous aide à faire la mise à niveau gratuitement. Vous devez exporter, il y a une structure qui peut vous accompagner vers l'exportation. Il y a beaucoup de facilités quand on est formalisé. Et le dernier qui est plus important, la commande publique.
Voilà, surtout ça aussi. La commande publique. Voilà. Ça peut inciter, 40% doit aller vers nos PME sénégalaises sur la commande publique. Et sur la commande publique, quand il y a un marché public et que vous voulez, aujourd'hui, vous êtes une entreprise, une start-up sénégalaise ou une PME sénégalaise et que vous voulez bénéficier en fait, de la commande publique, il vous faut un quitus fiscal. Il faut être en règle. Voilà. Donc il y a beaucoup d'avantages, il y a énormément d'avantages. Le mécanisme activé pour les inciter à se formaliser. Pour les inciter à la formalisation. Mais très souvent, ils ne voient pas ça. On ne communique pas trop souvent sur les bienfaits de se formaliser. On laisse souvent, on dit souvent, va te formaliser et souvent l'entrepreneur pense que c'est le fisc. Tout de suite aux impôts. La formalisation, d'ailleurs c'est le maître mot du jour, on reviendra sur cela. Comment aussi aider le secteur informel à se formaliser. Tout à fait. Ça aussi c'est très important. Dans la deuxième partie,